Bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver dans le programme des webinaires de l'Observatoire Comédien où le parti pris de notre association est de mettre en valeur nos adhérents. Et là, nous avons le plaisir de mettre en valeur aujourd'hui un nouvel adhérent, qui est la société Cannelle, où Guillaume nous présentera donc son offre de valeur. Il est important pour l'Observatoire Comédien de montrer toute la dynamique qui est portée par la filière de la communication. Et surtout également comment celle-ci s'est intégrée dans un climat qui a été très particulier, très inédit depuis maintenant près de 2 ans, puisque voilà 2 ans maintenant que effectivement nous sommes dans cette période de Covid. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, ô combien la filière de la communication s'est transformée et ô combien elle a souhaité se rapprocher de plus en plus de ses clients par rapport à leurs enjeux stratégiques, bien entendu, mais également à leurs enjeux opérationnels. Ce matin, nous allons mettre en valeur la démarche qui est celle de la vidéo, mais aussi la vidéo dans une vision qui est une vision pragmatique, une vision qui donne de la souplesse à l'ensemble de l'entreprise, de ses collaborateurs, qui donne également beaucoup d'autonomie, qui donne aussi du contrôle et de la régulation, bien entendu. L'image est plus que jamais importante. Tous les médiums l'utilisent. Aujourd'hui, toutes les diffusions sont essentielles pour faire valoir l'offre de valeur d'un client. Dans ce contexte-là, ma chère Louison, je vais te laisser ouvrir et nous rappeler le mode opératoire qui sera celui de ce webinaire de ce matin. N'hésitez pas à partager avec nous, n'hésitez pas à nous questionner. Et je crois que nous sommes impatients maintenant, Guillaume, de te laisser la parole. Mais avant tout, Louison, je te laisse rappeler les contours de cette matinée. Merci Dominique. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire autour de la vidéo collaborateur pour dynamiser la communication. Tout simplement, je laisserai la parole à Guillaume pour se présenter. Mais avant, 2 petites précisions. Effectivement, les échanges vont durer environ 45 minutes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre à la fin. Vous pouvez également nous indiquer dans l'espace sondage votre volonté de poursuivre les échanges avec Guillaume. Donc, n'hésitez pas, nous passerons toutes les informations à Guillaume à la fin de ce webinaire. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Guillaume. Ton micro est coupé, Guillaume. C'est pas un vrai live s'il n'y a pas un petit souci technique. Je dis merci beaucoup Louison et Dominique de m'accueillir et bonjour à tous. Nous, chez Cannelle, on est ravis de rejoindre l'Observatoire Comédia et de participer à ce premier webinaire avec vous. Très bien. Donc, Guillaume, rentrons dans le vif du sujet. La vidéo, je crois que tu souhaitais partager avec nous trois cases, 3 usages très différents auprès d'entreprises très différentes. Mais peut-être peux-tu nous resituer un peu globalement quelle est la place de la vidéo et quelle est la place de ton offre de valeur dans cet univers si attendu et si aujourd'hui utilisé par les grandes marques, qu'ils soient B2C ou B2B d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Cannelle, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 3 ans, sous sa forme actuelle, on va dire, et qui s'est intéressée dès le départ à la vidéo générée par les employés ou les clients d'une entreprise. Et j'ai envie de dire, de ce point de vue, la crise du Covid et le confinement a été un fabuleux accélérateur pour beaucoup de monde pour se rendre compte des tendances de fond qui bouleversaient le domaine de la communication et de la vidéo. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que consommateur, aujourd'hui, on s'attend à voir des vidéos des marques, on s'attend à en voir souvent. Nous, on a cette expression de vidéo first. On se dit, il faut communiquer avec la vidéo en premier parce que c'est ce que les personnes préfèrent. On a des études dans ce sens-là. Et cette tendance, elle peut être soutenue que si on laisse aussi la parole à ses collaborateurs. Et donc ça, on reviendra dessus un petit peu par la suite sur le pourquoi et le comment, évidemment. Parce que ce n'est pas forcément évident en entreprise de laisser la main sur quelque chose comme la communication vidéo. Voilà, et donc ces tendances, elles nous ont vraiment porté, et si je peux éventuellement préciser un peu notre offre, ça sera plus clair pour tout le monde, et depuis le début, nous ont porté vers une approche de la vidéo collaborative qui se base à la fois sur une application que n'importe qui en entreprise peut utiliser, qui va permettre de filmer avec des consignes assez
assez poussée pour que n'importe qui puisse réaliser des vidéos de qualité, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous habitués à utiliser un smartphone pour se filmer sur notre temps libre. En entreprise, ce n'est pas forcément un réflexe, donc on va aider les gens à faire du travail de qualité, notamment, si vous voyez sur le screenshot, la petite silhouette qui dit où se placer quand on tourne une vidéo de témoignage, par exemple. Et de l'autre côté, le pendant, c'est de donner aux entreprises une plateforme qui va leur permettre de vraiment contrôler finement les permissions qu'elles vont donner à chacun des utilisateurs, les scénarios types qu'elles vont les laisser utiliser et les possibilités d'utilisation de la charte graphique. Si on veut, par exemple, Colissimo, eux, ils veulent absolument tout le temps que le logo soit en bas à droite, mais le logo sera toujours en bas à droite sur leur vidéo et leurs utilisateurs n'ont pas la possibilité de déplacer ça, par exemple. Et donc, on va avoir tous les assets de la marque, que ce soit les logos, les jingles, les musiques, les couleurs, les polices, qui sont déjà chargés, ce qui fait que toute vidéo produite dans le Canel suit automatiquement les consignes et la charte graphique de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment important pour nous d'avoir ces deux piliers pour se dire, voilà, avec ces outils-là, les entreprises vont pouvoir faire réaliser par leurs employés elles-mêmes les vidéos dont ils ont besoin. Et on a aujourd'hui embarqué à peu près 200 clients dans des secteurs assez divers qui vont de la construction, on voit Léon Grosse par exemple, à la banque, aux services et aux cosmétiques, notamment avec Clarins et Nux, dont on verra un cas tout à l'heure. Donc, Dominique, de ce point de vue-là, on a vraiment voulu accompagner cette révolution qui, je veux dire, est soit chamboule les entreprises, soit est prise à bras-le-corps par certaines d'entre elles, qui est la vidéo collaborateur dans on va dire le Saint Graal qui est la communication. Alors, peut-être pouvons-nous rentrer dans des cas très concrets. Donc, ça marche. Alors, dernier point avant d'entrer dans les cas concrets, je les ai choisis parce que pour moi, ils exemplifient une tendance que nous, on appuie, qui est de dire que la vidéo, c'est pas que par et pour la com, mais ça passe aujourd'hui dans tous les secteurs de l'entreprise, toutes les fonctions. Donc là, on a quelques chiffres. Sur la formation, notamment 83% de rétention supplémentaire avec des formations en vidéo par rapport à de l'écrit. 74% des salariés qui disent manquer d'informations en interne dans l'entreprise et 8 fois plus d'engagement quand on a une offre d'emploi vidéo avec plutôt qu'un texte. Donc, on voit que recrutement, formation, comme interne, comme externe, on va bénéficier du pouvoir de la vidéo, si je peux appeler ça comme ça. Et qu'il faut juste pour ça comprendre une chose, c'est que la com peut plus être le goulot d'étranglement de la production vidéo. Donc là, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent peu ou prou pour la com. Et j'ai mis cette phrase qui est peut-être un peu provocative, mais on vous demande de créer toutes les vidéos de l'entreprise. C'est souvent vrai. Quand on a les RH qui veulent faire des annonces vidéo, ils vont venir voir la com, etc. Voire, dans certains groupes, on a vu des services com qui exigent vraiment de tout maîtriser au niveau de la création vidéo. Et ça crée forcément ce boulot d'étranglement. Et de mon point de vue, il faut que les services com arrivent à faire leur mue et donc muer vers un flow qui vient vers eux plutôt que le contraire. Et ça, je l'ai illustré rapidement en 2 slides, si tu me permets, Dominique, avant de rentrer dans les case studies, parce que je sais que c'est ça qui intéresse tout le monde. Donc, pour moi, l'équipe com, avant, et c'est encore souvent comme ça, elle réalise des vidéos de com, bien sûr, et souvent, elle est appelée en renfort pour réaliser des vidéos d'autres équipes, souvent les RH, la formation, mais ça peut être aussi le DAF qui a besoin de vidéos pour présenter les comptes ou des choses comme ça, voire une interview d'un dirigeant. Et ce flow, il crée nécessairement ce rétrécissement au niveau de la com qui fait qu'elle ne peut pas produire autant de vidéos de com qu'elle voudrait et elle ne peut pas non plus répondre à tous les besoins de création de vidéos dans l'entreprise et ils se multiplient. Donc, nous, on prône une approche qu'on a vue chez pas mal de nos clients et je le soulignerai tout à l'heure dans les cas d'exemple, où l'équipe com, elle continue de réaliser ses vidéos de com, mais elle forme, elle accompagne les équipes fonctionnelles pour qu'eux puissent créer leurs vidéos avec un cadre, bien sûr, qui est bien défini, celui dont je parlais tout à l'heure sur notamment la charte graphique, et toi, tu le pointais aussi, Dominique, tout à l'heure sur la charte éditoriale, et voire même, les équipes com peuvent solliciter les équipes fonctionnelles. On en verra un exemple. C'est possible, on peut aller demander à d'autres équipes de créer des vidéos qu'on va pouvoir utiliser dans la com, voire même sur des vidéos de formation qui sont faites pour un réseau de vente, par exemple, ramener ces vidéos-là et les utiliser, on en verra un exemple tout à l'heure,
avec Nux, qui a utilisé une vidéo normalement destinée à son réseau de vente pour de la com sur Instagram. Pas de questions là-dessus, Dominique? Non, pas de questions. Non, pas de questions. Impatient de voir effectivement comment la pratique. Moi, des questions vont avoir lieu parce que si on a une masse effectivement de collaborateurs qui s'approprient en effet le fait de produire de la vidéo, reste après la traçabilité et la diffusion de celle-ci, puisque c'est très bien de capter de l'image. Ce qui est important, c'est l'audience qu'on obtient derrière. Donc, comment les choses, donc là, s'opèrent d'une façon très opérationnelle. Tout à fait. On va voir ça. Et je pense vraiment, nous, on a fait un webinaire il y a 1 an en sortant de la crise avec Atos, qui est un de nos gros clients. Et ils avaient dit, la crise a vraiment transformé chez nous la perception de la vidéo. Avant, c'était quelque chose qui était nécessairement corporate et guindé. Et ça a pris un ton beaucoup plus relaxé, beaucoup plus authentique. Notamment, il nous citait le CEO de Atos qui avait fait des vidéos comme tous les CEO à l'époque de chez lui, avec juste son smartphone, et qui était en complet décalage avec ce qu'il faisait avant, qui était tout de suite la mobilisation d'une équipe de communication avec, on va dire, des vraies caméras, si ça existe encore. Et donc, je pense que ce shift, on va le voir dans les exemples, ça veut dire qu'il y a, et je crois que c'est ce qui t'intéresse, Dominique, nécessairement une question de qualité à définir. On ne va pas pouvoir avoir la même qualité qu'un studio de production, mais en même temps, est-ce qu'on n'y gagne pas en authenticité? À partir du moment où on a mis la barre à un certain niveau aussi, l'idée, c'est pas de sortir des vidéos complètement floues, où on ne voit pas les gens et où le logo de l'entreprise est complètement pixelisé, par exemple. On n'est pas là. Quand on donne la main, effectivement, à ses collaborateurs, cela impose malgré tout un instant de préparation et plus que ça, peut-être aussi de formation. Est-ce que cette partie, donc au-delà de dire, voilà, tous mes collaborateurs peuvent aujourd'hui utiliser effectivement ta solution, pour autant, comment on les forme, comment on les informe, et puis après, comment, entre guillemets, on les coach. Parce que si on veut avoir un contenu éditorial cohérent, comment les choses s'opèrent d'une façon très pratique? Oui, alors je vais te donner un exemple qui est en fait notre second exemple, qui est le cas de Colissimo. Je vais passer tout de suite à cette slide à la limite. Donc Colissimo, en un cas très concret où ils ont plusieurs centaines de commerciaux qui font ce qu'on appelle aujourd'hui du social selling. Donc, ils communiquent sur les réseaux sociaux pour être présents auprès de leurs cibles, que ce soit des prospects ou des clients. Et ils ont besoin de communication pour ça. Ils ont besoin de contenu. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, le contenu, c'est principalement de la vidéo. Et donc, Colissimo a décidé de transformer chaque commercial en sa propre petite agence de communication, en disant, voilà, avec Canel et 4 scénarios qu'on a prévus pour vous, 4 scénarios simples à réaliser, vous allez aller sur le terrain, interroger vos clients quand vous faites des revues de compte, et vous allez pouvoir utiliser ces contenus-là, une fois qu'on les a validés, pour communiquer sur vos propres réseaux sociaux. Donc, le commercial va pouvoir, sur son LinkedIn, partager le témoignage du client qu'il a réalisé lui-même. Et donc, pour cela, le process a été déjà pour la communication commerciale de Colissimo, de s'approprier l'outil, de se mettre en situation pour inventer les scénarios qui vont permettre de réaliser ce type de témoignage client. Ensuite, ça a été une question de formation. Ils ont appelé ça des lignes ouvertes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des formations initiales et ensuite, ils ont dit, chaque personne qui veut, toutes les semaines à tel horaire, vous pouvez venir et on fera des mini-formations sur des sujets vidéo. Et donc, il y a forcément une formation qui se fait au niveau un petit peu de la scénarisation, du cadrage, comment on met les gens. Donc là, on voit qu'il y a un petit effort. La personne n'est pas forcément centrée, elle est sur la ligne des tiers. Donc ça permet de mettre des incrustations sur la gauche de l'écran. Et de former vraiment les commerciaux pour qu'ils se sentent à l'aise en 1h30 d'aller filmer un de leurs clients. Ils ont aussi décidé d'équiper avec ce qu'ils ont appelé un kit des essentiels. Il y a un micro-cravate, il y a une petite lumière, vous savez, les ring lights qu'on voit souvent chez les influenceurs, qui leur permettent de se mettre dans une bonne situation au moment où ils vont réaliser les vidéos avec leurs clients. Et donc, cet accompagnement, il n'est pas à négliger parce qu'on ne peut pas lâcher les gens sur le terrain avec juste une application en croyant que ça va résoudre le problème. C'est un peu comme pour toutes les solutions qu'on connaît en marketing aujourd'hui, comme un CRM. On ne peut pas se dire, oh, on s'équipe en CRM, c'est super, tout le monde a accès, c'est réglé. Non, à chaque fois, il y a besoin d'un accompagnement initial et dans le temps. Et ensuite, pour revenir à ton point de la validation, dans Canel, une fois que tu as tourné ta vidéo dans l'application,
tu as un bouton pour la renvoyer vers l'équipe centrale qui va pouvoir la visionner, éventuellement te faire des commentaires ou te dire c'est bon, c'est validé, tu peux y aller. La courbe d'expérience qui est tienne, comment les collaborateurs accueillent donc effectivement ce nouveau dispositif de communication, comment ils l'accueillent, est-ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a toujours une espèce de timidité, de réserve, ou d'avoir du mal à trouver ses mots, ou avoir du mal à peut-être à vouloir bien exprimer. Comment ça se passe dans la réalité, dans le concret, dans l'opérationnel? Comment ça se passe? Alors, la première réaction souvent, c'est celle qu'il y avait eu chez Colissimo, c'est de se dire, oula, c'est un outil en plus qu'on me demande d'utiliser, Oui. c'est une caractéristique en plus qu'on me donne, et donc il faut déjà arriver à passer un peu ce cap-là. Et ce qui fonctionne le mieux généralement, et ce qu'a fait Colissimo, c'est qu'il faut trouver des ambassadeurs au sein de sa population cible on va dire de réalisateurs. Et eux ont trouvé 2 commerciales ES qui étaient à fond, qui avaient envie de le faire, et donc qui se sont approprié la solution en pilote. Et c'est elles qui ont été ensuite les ambassadeurs du programme en interne pour dire regardez ce qu'on a fait, notamment la vidéo qu'on est en train de voir là, c'est génial, et ça vous pouvez le faire aussi. Et je pense que c'est très important de jouer en fait sur tous les biais cognitifs qu'on sait qu'on connaît aujourd'hui maintenant bien avec les réseaux sociaux, mais la réciprocité, on peut flatter les gens tout bêtement, leur dire il n'y a que vous qui pouvez le réaliser. Et par rapport à ce que tu disais sur la timidité de passer à la caméra, c'est pareil, il faut choisir les gens qui vont avoir plus envie par nature de le faire ou qui sont le plus à l'aise avec. Et ça ne veut pas forcément dire les plus jeunes, même si c'est vrai qu'aujourd'hui les plus jeunes sont habitués à se filmer en permanence sur les réseaux sociaux, même si je généralise beaucoup ici. Mais on a parfois des personnes qui sont proches de la retraite qui aiment bien aussi partager leur savoir, notamment parce qu'ils se rendent compte que ces savoirs, s'ils ne les partagent pas, ils risquent d'être perdus dans l'entreprise avec leur départ à la retraite. Donc, on peut vraiment avoir tous les cas de figure de ce point de vue. Alors, sur le plan très pratique, là encore, la vidéo est prise. Ensuite, elle repasse par le circuit donc, de la direction de la communication et du marketing, donc, qui elle-même assure la diffusion. Ou est-ce que, je dirais, la vidéo prise, une certaine autonomie est donnée aux collaborateurs pour diffuser eux-mêmes? Alors, on s'est rendu compte que les entreprises, elles avaient vraiment un grand gradient de choix de ce point de vue-là. On a des entreprises qui laissent faire complètement leurs employés, ils font ce qu'ils veulent, et on a d'autres qui veulent absolument tout contrôler. Et donc, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on a voulu faire dans la partie administrative de l'application, c'est de donner, et je crois qu'il y a plus de 150 permissions qu'on peut régler au moment du paramétrage du compte. Donc, pour chaque équipe, on a jusqu'à 150 permissions qui vont de où on peut placer le logo jusqu'à quels scénarios peuvent être utilisés, est-ce que la personne aura le droit de le partager, la vidéo, in fine, etc. Donc, on a été très loin de ce point de vue-là parce que c'est une requête de nombreuses entreprises et qu'il n'y avait pas une réponse commune, quoi. Chacun avait vraiment son lot de contraintes, on va dire, ou tout du moins de spécifications. Donc, si je comprends bien, donc une étape d'information, une étape de sensibilisation, une étape, je dirais, de vulgarisation vis-à-vis des collaborateurs et de motivation qui doit être appliquée, et ensuite, en fait, un protocole donc d'exploitation qui permettra effectivement de savoir la diffusion, comment elle va s'opérer, selon quel planning et selon quelle cible. Oui, tout à fait. Et en termes de workflow, la question que tu me posais aussi tout à l'heure, c'est, je pense que c'est important de comprendre qu'au niveau central, donc qu'on soit en communication interne, qu'on soit communication corporate, on va pouvoir définir ces scénarios sur mesure. Il y en a qui sont déjà disponibles dans l'application, mais on peut définir ces scénarios sur mesure avec tel et tel carton pour avoir en fait des formats harmonieux. L'idée, c'est pas qu'on ait 250 vidéos différentes parce qu'il y a 250 commerciaux, c'est que les 250 vidéos fassent partie d'une même série, on va dire. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est de donner donc la main ensuite aux gens pour réaliser avec le maximum d'indications. Donc pour chaque frame de leur vidéo, ils vont avoir accès à des indications de timing notamment. Et ensuite, on a dans l'application ce qu'on appelle le montage intelligent. Il faut imaginer que c'est un peu comme un PowerPoint. On va voir chacune de ces slides et quand on va cliquer exporter, tout va se mettre bout à bout et ça va nous créer notre fichier vidéo. Ce qui fait que la personne peut avoir accès directement à son fichier vidéo ou devoir le remonter pour validation de son administrateur de programme avant de pouvoir le partager. Il y a également, donc, est-ce qu'il y a la traçabilité des KPI, donc effectivement des indicateurs qui permettent, bien sûr, on a capté, on a diffusé,
on évalue, et également, est-ce que c'est un moyen de communication interne importante, complémentaire, pour dire, voilà, aujourd'hui, que se passe-t-il, quelles sont les performances qu'on génère avec, effectivement, ces images prises et diffusées? Alors, là, il y a deux points, de notre point de vue tout du moins. Le premier, c'est de fournir des KPI sur l'utilisation de la vidéo en entreprise au niveau de la création. C'est-à-dire, il y a eu tant de vidéos créées, on va donner des statistiques sur quels scénarios sont les plus utilisés ou des choses comme ça. Par contre, aujourd'hui, comme on ne maîtrise pas la diffusion, c'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est exportée, si c'est de la com interne, elle peut être sur le réseau social de l'entreprise, elle peut être partagée dans un learning management system ou des choses comme ça. Si c'est en externe, ça va aller sur YouTube ou Instagram. Toute cette partie-là, aujourd'hui, on ne fournit pas de KPI, on ne se rajoute pas par rapport aux outils qui existent déjà, en fait. D'accord. On n'est pas un outil de diffusion. On peut peut-être parler du cas d'Engie? Oui, tout à fait. Alors, si on va sur le cas d'Engie, donc on est sur un cas de marque employeur. Et l'idée est vraiment ils ont fait vraiment beaucoup de travail sur comment communiquer les métiers du groupe, etc. Et une des incarnations de ce travail, ça a été de créer pas pour chaque job, mais pour pas mal de jobs où ils recrutent, des vidéos des managers qui expliquent le rôle, l'équipe, le contexte. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est un recrutement pour le site du Palais de Justice de Paris. Voilà, donc c'est des jobs qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Et grâce à ça, on va donner de la visibilité au manager, au job lui-même, et évidemment à Engie Solutions. Ok. Voilà, donc on a une vidéo qui fait 1 minute 36. On donne la parole au manager. Alors, par rapport aux questions que tu as pu te poser tout à l'heure, certainement qu'un professionnel de l'audiovisuel irait tout de suite te dire les 2-3 choses qui ne vont pas dans la vidéo. Mais en même temps, cette vidéo elle a été créée quasiment instantanément. Elle a pu être partagée très rapidement sur les réseaux sociaux par rapport à prendre tout le protocole qui irait avec passer par une agence, les briefer, les faire venir, etc. Et donc, au global, voilà, l'idée c'est on perd peut-être un petit peu en qualité audiovisuelle, mais on gagne énormément en agilité et on ne va pas poster la vidéo de l'annonce 3 mois après que l'annonce a été postée. On est capable de poster la vidéo le jour où on est prêt à poster l'annonce. Non, je crois qu'on s'inscrit dans la complémentarité des médias. Je pense que tout à fait. Je crois que tel que je le vois, on est vraiment dans la complémentarité des médias. À chaque, je dirais, outillage ou à chaque structure de la filière, hein, entre les professionnels de l'audiovisuel, les studios de prod que nous avons l'habitude donc effectivement d'observer, donc il y a donc des solutions complémentaires qui viennent en fait ni plus ni moins compléter un arsenal qui est un arsenal de production vidéo. Est-ce que c'est comme ça que je dois le comprendre? Oui, Guillaume? Tout à fait. Même si certaines entreprises vont peut-être choisir, il y a Danone qui avait choisi de faire une vidéo corporate avec uniquement des vidéos tournées par ses employés. Je crois que c'était en 2017. C'est pas non plus une tendance de fond. Tout le monde ne va pas se mettre à faire ça. On est vraiment, comme tu l'indiques, sur une complémentarité. S'il y a une vidéo à faire au moment où on sort les comptes de l'entreprise et qu'on veut des drones au-dessus de la défense, quoi que ce soit, c'est forcément une agence, etc. Par contre, pour, on va dire, la vidéo de tous les jours, celle qui permet de communiquer là où avant on aurait mis du texte, typiquement une annonce pour un job, là, il va falloir trouver d'autres moyens de le faire et donc demander au manager de se mettre en scène, comme l'a fait Engie Solutions ici. Ok. Voilà, donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu en off avant le webinaire, tu avais un point assez juste sur l'authenticité, le côté authentique des vidéos. Voilà, là on voit quelqu'un qui est dans son jus et je trouve ça intéressant parce qu'on fait déjà, je me dis si moi je postulais à ce job, je l'aurais déjà un petit peu fait connaissance avec le manager, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant. Ok, on peut peut-être passer au cas de Nux. Donc, oui, tout à fait. Donc on a vu le cas Coissimo, oui. Hein, vraiment c'était sur la partie social selling. Non, reste peut-être, on va rester 2 petites secondes encore peut-être sur Colissimo. Ça marche. Donc sur les points clés. Ça roule. Donc, l'idée, c'est vraiment que les commerciaux soient autonomes à 100%. La com, dans cette vidéo-là, elle est intervenue uniquement pour valider. Même les sous-titres qu'on voit ici, ils sont générés directement dans l'application avec la reconnaissance vocale. Donc, on va dire tout l'apanage de ce qu'on attend sur une vidéo pour les réseaux sociaux aujourd'hui,
le fait que, alors sur cette charte-là, il n'y a pas de logo, mais le fait, je pense qu'il y avait peut-être un sur la slide avant, voilà, le fait qu'il y ait des incrustations aux couleurs de l'entreprise, avec les polices de l'entreprise, le fait qu'il y ait les sous-titres, tout ça, c'est dans le cahier des charges des vidéos de Colissimo, et c'est fait automatiquement par l'application. La com n'a pas à repasser derrière. Le commercial est vraiment autonome à 100% jusqu'à la finalisation de sa vidéo. Et en termes d'objectifs, comme tu disais tout à l'heure, en termes de KPI, l'idée pour eux, c'est vraiment de dynamiser la com commerciale. Et je crois que cette vidéo-là, elle avait été vue 450 fois sur le fil du commercial au moment où on avait fait le point avec eux. Et ils étaient ravis du fait que justement, leurs commerciaux puissent produire des contenus par eux-mêmes qui soient ensuite vecteurs d'engagement sur leurs réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn. Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce également une dimension de valorisation des collaborateurs, puisque quelque part aussi, les faits de se mettre en scène s'impose peut-être avoir un peu un changement comportemental et je dirais de faire savoir, de faire valoir. Est-ce que là, cette notion de valorisation, tu le constates dans le déploiement de la solution? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai pris un exemple où c'est plutôt les collaborateurs qui réalisent les vidéos avec leurs clients, mais quand ils se mettent en scène entre eux, il y a clairement un effet de valorisation, tout simplement parce que déjà, il y a un petit peu la fierté d'avoir fait une vidéo par soi-même. Ensuite, il y a le fait que l'entreprise ait voulu mettre en avant son profil. Clairement, c'est valorisateur. Et dans certains cas, il y a aussi le fait de donner aux gens une corde de plus à leur arc. C'est-à-dire qu'avec ça, ils montrent qu'ils savent faire des vidéos, ils savent se montrer. Et en termes de marque personnelle, de personal branding, c'est aussi une force. Donc, c'est aussi, je veux dire, une zone de développement pour l'employé. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bénéfique en général. Il y aura toujours, je dirais, 15-20% de grognons qui ne voudront pas faire des vidéos, etc. Mais il y aura aussi 15-20% de gens qui vont prendre ce truc à bras-le-corps et faire des trucs géniaux avec. Et dans le cas de cette vidéo-là, de ce que me remontait Colissimo, même le client était à fond et s'est senti valorisé par cette démarche. Et ça, on l'oublie assez souvent, mais de faire un témoignage client, ça met quand même beaucoup en avant le client et ça le valorise aussi. Donc, c'est au-delà de l'employé, c'est aussi important de pouvoir valoriser ses clients. Ok, passons au cas peut-être de Nux, qui est un cas donc assez extrêmement séduisant. Oui. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques écrans. On regardera un petit bout de la vidéo après. Oui, je pense que ça serait bien de voir effectivement. Et ben alors, on va essayer. Allez, essayons donc de voir un peu la qualité de la production qui est celle quand même qu'on est capable de faire. Donc là, on est sur une vidéo qui va être en format vertical. Je vous la montre directement dans Instagram. Et par contre, je ne peux pas vous montrer avec le son. Sinon, ça va faire bizarre, je crois. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Dominique, vous voyez bien Nux là? Oui, très bien. Très bien. Je vais tenter le son quand même. Oui, tente le son. Oui. Très sensoriel, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Voilà, on a vu 30 secondes de la vidéo fait 1 minute 50. Alors, je vais essayer de revenir. Oui. Alors, voilà. Alors, dans le cas concret et précis de Nux, donc en fait, ce sont les collaborateurs donc, qui eux-mêmes se mettent en scène donc, sur une offre produit bien particulière. C'est bien voilà. Ça. Alors, sur Nux, on est surtout principalement sur de la formation du réseau de vente. Et donc, moi, j'appelle toujours les experts de l'entreprise. Et généralement, je dis que les experts, ce n'est pas forcément des gens qui ont une blouse blanche. Bon, là, ce n'est pas le cas. On a vraiment quelqu'un qui est expert avec une blouse blanche parce que c'est une pharmacienne. Mais toute personne qui connaît bien son travail, connaît bien un produit, connaît bien une offre ou connaît bien un segment de marché, je trouve peut partager ses savoirs et aider à développer les connaissances d'un réseau. Et là, en l'occurrence, la pharmacienne, généralement, forme les réseaux de vente, les gens qui sont en boutique, leur boutique à eux ou les pharmacies. Et donc là, on passe par plusieurs étapes dans la vidéo. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte à chaque fois la charte de l'entreprise. Il y a un visuel Nux au départ.
tous les cartons sont brandés avec leur police, leur couleur. On retrouve ces sous-titres qui sont importants parce que je crois qu'il y a une étude de Publicis Média qui montrait que 90% des vidéos sur les réseaux sociaux sont regardées sans le son. Donc, si on veut un petit peu engager les gens, au moins regarder un bout de la vidéo, voir qu'ils mettent le son pour l'écouter s'ils trouvent que c'est intéressant, il faut avoir ces sous-titres. Pareil, on retrouve des petits moyens audiovisuels d'inclure des cartons ou d'inclure des animations pour venir renforcer le discours. Et donc, voilà, ça, c'est facile à produire avec Canel soi-même. Et même l'orientation verticale, elle est gérée de base par Canel au moment où on se filme. Canel va dire, vous voulez faire une vidéo verticale, ben, pensez à mettre le téléphone dans le bon sens. Et il n'y a pas besoin ensuite de refaire un montage dans Premiere pour recouper la vidéo au format Instagram. Elle est déjà dans le bon format. Donc ça, c'est important aussi. C'est tout de suite utilisable. Donc, ce qui signifie, si j'ai bien compris, qu'aujourd'hui, donc, il y a une panoplie donc, de scénarios qui sont proposés donc, de façon à pouvoir accompagner chaque collaborateur en disant voilà les différents modèles sur lesquels effectivement vous pouvez travailler. Et je pense que, est-ce qu'il y a un enrichissement de la courbe d'expérience qui est celle que vous avez, qui permet de faire évoluer ces différents scénarios qui peuvent être mis en scène ou pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios de base qui sont fournis avec l'application qui permettent de réaliser un petit peu tout type de vidéos comme on a vu aujourd'hui, des témoignages clients, des choses comme ça. Et au-delà de ça, on aide vraiment nos clients au moment où ils paramètrent leur projet à créer ce type de scénarios qui vont coller à leur projet et coller, parfois reprendre une web série qu'ils ont déjà, réutiliser les mêmes codes, voire définir des nouveaux formats avec eux pour que ce soit à la fois impactant et en même temps relativement simple à réaliser pour que la qualité soit au niveau des attentes. Alors, quel est le temps d'appropriation donc, que tu observes chez tes clients donc, dès l'implémentation d'une solution comme la vôtre? Quel est le temps de prise en main? Et au fil du recul du temps, donc, comment vous le voyez? Donc, il y a une accélération? Est-ce qu'il y a une lassitude après donc, de l'exploitation ou des modifications de comportement? Quelles sont un peu la courbe d'expérience que tu pourrais partager avec nous sur le recul dont tu disposes aujourd'hui? Tu dis que tu as créé depuis 3 ans, donc il y a un très beau portefeuille client que vous animez. Quel enseignement vous en tirez et vous en observez? Quel niveau d'expertise complémentaire vous êtes en mesure d'apporter à l'aune de l'exploitation de ces vidéos? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Parce que, est-ce que c'est pas, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que ça peut pas avoir un côté un peu gadget en disant bon, c'est très sympa, on l'utilise pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, bon, je dirais ça a perdu peut-être son intérêt. Je ne sais pas. Je me pose la question. Oui, tout à fait. Alors, en termes déjà, la première chose qu'on a appris, c'est que la vidéo est vraiment partout. C'est-à-dire que nous, on avait créé au départ l'application en pensant vraiment communication. Très vite, on s'est rendu compte de l'intérêt pour la formation, mais c'est allé au-delà sur de nombreux use cases qu'on n'avait pas forcément imaginé dès le départ. Même des services communication qui voulaient en centrale pouvoir définir des formats et les faire ensuite personnaliser par les équipes internationales. Donc, bah, voilà, là, vous pouvez insérer le shot de votre bureau ou je sais pas, 2-3 lieux connus dans votre ville et vous pouvez changer la langue, etc. Et tout en conservant pour autant les jingles, la musique. Donc, c'est des usages qu'on n'avait pas forcément anticipés dès le départ. Et voilà, et on se rend compte au fur et à mesure que on ne pensait pas non plus équiper des commerciaux, tu vois. Ouais, on ne sait pas que les équipes iraient jusqu'à équiper 200 commerciaux pour qu'ils fassent eux-mêmes les vidéos en toute autonomie. Et ça s'est développé parce que justement, il y a un grand appétit sur les réseaux sociaux pour la vidéo. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de demandes, il y a un besoin là-dessus. Et ensuite, parce que, encore une fois, la com ne peut pas tout faire, quoi. Donc, à moins de. Et je pense qu'il y a peut-être des services com qui aimeraient embaucher 250 personnes pour faire des vidéos à la place des commerciaux. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Et par rapport à ton utilisation gadget, on va dire, j'ai envie de dire, est-ce que c'est gadget de communiquer aujourd'hui sur TikTok? Est-ce que c'est gadget de communiquer sur Instagram? Je crois que
voilà, on est habitué à aller, on sait que c'est des médias où les gens passent 2 à 3 heures par jour. Il faut y être. Et on ne peut pas être sur Instagram si on ne produit pas un minimum de photos ou de vidéos. Je vais faire un petit peu le cordonnier qui est mal chaussé, c'est que nous, on n'a pas de présence sur Instagram parce qu'on sait qu'on n'a pas la moyenne de produire suffisamment de vidéos pour y être de façon intéressante. Voilà, donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on est un Colissimo et qu'on veut être sur Instagram, il va falloir avoir des vidéos parce que on ne peut pas y partager des articles. Il faudra être capable de s'exprimer en vidéo. Et donc, pour avoir ce volume de production, il y a besoin de solutions. À moins de former tout le monde à Adobe Premiere, il va falloir utiliser un gadget comme le nôtre. Non, ce n'est pas péjoratif dans le Non, mais je le prends très bien. J'aime bien cette notion de gadget. Il faut vivre avec son temps. Et quel mode d'accompagnement vous proposez justement avant la prise en main? Accompagnement ou formation et la durée de cet accompagnement? Ouais, c'est un bon point. C'est-à-dire que là, des fois, on peut se dire, quand j'en parle, c'est facile. Mais mine de rien, il y a toujours cette courbe d'adoption dont parlait Dominique et Louison. Ta question elle va dans ce sens-là aussi. C'est qu'au départ, on est là vraiment pour accompagner à la fois les personnes qui vont être responsables du programme, parce qu'il faut qu'ils définissent un programme. Généralement, ils ont dit oui, il faut qu'on fasse des vidéos, oui, on veut engager nos collaborateurs, mais il va falloir leur donner des pistes très concrètes. Et ensuite, il faut les aider dans le deuxième temps à déployer le programme en interne, à aller former les gens qui vont vraiment faire les vidéos. Et ce travail-là, c'est un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine parce que on est gagnant le temps qu'on passe en formation par rapport au temps qu'on passerait à réaliser les vidéos ou le fait de ne pas faire les vidéos, on est nécessairement gagnant, mais on ne peut jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours des équipes qui tournent, des gens qui viennent, des gens qui vont. Et donc, il faut former les nouvelles personnes qui vont utiliser l'application de façon continue. Donc, dans les grands groupes comme Colissimo, voilà, c'est des formations qu'on a en permanence pour former les nouveaux réalisateurs vidéo en soi. Alors, parlons de modèle économique, parce que c'est un point qui est important, hein, puisque bien souvent, on l'a bien vu, donc toute la production audiovisuelle, l'un des freins éventuels, ça peut être donc, les cadres budgétaires. Hein, donc, faut se dire, on est prudent, nous on voit bien l'Observatoire comme média, lorsqu'on produit, on fait attention, on se dit, ah, ça va encore nous coûter beaucoup d'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le modèle économique, comment il est structuré, comment il se positionne, pour que là aussi, on voit un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas en opposition, on est en complémentarité des autres médiums. Donc aujourd'hui, comment ça se positionne? C'est quoi le parti pris du modèle économique? Bien sûr. Donc nous, on est sur un modèle par abonnement, mensuel ou annuel. On ne se positionne pas par un coût de la vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si on veut pouvoir le comparer à d'autres options, ou de se dire, on veut le comparer à quand on fait intervenir une agence, combien ça coûte, il faut être capable de mettre en gros son ambition en termes de nombre de vidéos en face, pour faire la bonne division, on va dire. Et notre format économique aujourd'hui de licence va s'appuyer sur un nombre d'administrateurs et un nombre de contributeurs. On s'est rendu compte que c'était vraiment les deux leviers. Et généralement, il y a un rapport de 1 à 10, 1 à 20 entre le nombre d'administrateurs et le nombre de contributeurs. Donc, par administrateur, on va dire la personne qui va gérer le programme, qui va certainement être la personne qui valide également les vidéos. Et ensuite, les contributeurs, c'est tous ceux qui vont avoir accès à l'application pour aller faire des tournages. Et au global, aujourd'hui, on commence à des licences qui sont à peu près à 500 € par mois. Et donc, du coup, au niveau de l'abonnement, que l'on fasse dans le mois une dizaine de vidéos ou une centaine de vidéos, le modèle, le coût sera le même. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de différence. Il y aura éventuellement de mini-différences sur certaines choses qui peuvent être capées, comme la génération des sous-titres, parce que ça demande du temps de serveur de reconnaissance vocale. Mais il faudrait vraiment produire un nombre gigantesque de vidéos pour être bloqué de ce point de vue-là. Et tout à l'heure, tu expliquais justement que Canel proposait de nombreuses restrictions ou exigences, possibilités de faire ou de ne pas faire. Dans cet abonnement, il y a justement tout ce package ou après, c'est un petit peu personnalisé en fonction des besoins de chacun? Alors, dans tous les packages, on ne va pas retrouver forcément les mêmes options. C'est-à-dire que dans les packages les plus évolués, on va dire que quasiment tout est en illimité. Et dans les packages un peu plus restreints, on ne va pas pouvoir créer autant d'équipes
et de chartes graphiques qu'on veut. Donc, imaginons qu'on a 3 chartes graphiques parce qu'on a 3 entités dans le groupe. Il va falloir prendre une offre qui permette d'aller gérer 3 chartes graphiques, 3 équipes différentes qui vont avoir accès à des assets différents et des scénarios différents. Donc, c'est vraiment ça qui va faire ensuite la différence, c'est le nombre d'équipes, entre guillemets, qu'on peut vouloir créer. Alors, est-ce que nous, on est toujours très, très, très intéressés par la synergie, effectivement, des acteurs entre eux dans la filière de la communication et la complémentarité qu'eux-mêmes peuvent gérer entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, les prestataires de la communication, le monde des agences ou le monde des producteurs, se sont intéressés à votre solution et vont avoir l'utiliser en complémentarité, puisque, comme on l'a dit, ça ne vient pas en opposition, mais en complémentarité. Est-ce que là, il y a un comportement de la part des acteurs de la communication dans le monde, je pense au monde des agences, au monde de l'audiovisuel, qui eux-mêmes ont besoin d'avoir une panoplie de solutions. Est-ce que la tienne intègre leur offre de service ou pas encore? Alors, il y a un premier point qui est: est-ce qu'on est capable d'intégrer de la vidéo créée par d'autres personnes, qui est oui. On peut tout à fait, si on a fait faire une charte animée pour son logo, etc., tout ça s'inclut facilement dans Canel. Le deuxième point, c'est: est-ce qu'on peut utiliser les vidéos Canel dans d'autres projets? Tout à fait. On peut soit télécharger les vidéos une fois qu'elles sont générées, soit télécharger tous les morceaux de sa vidéo parce qu'on s'est dit, il y avait 2-3 extraits que j'aurais bien repris pour un autre projet plus global. Ça, c'est faisable aussi. Et le dernier point par rapport à ta question, c'était en gros sur notre volonté de partenariat, je pense surtout. On a lancé assez récemment cette politique-là, notamment envers des acteurs plutôt du monde du logiciel, parce qu'on sait qu'on a des complémentarités dans la formation avec les LMS, on sait qu'on a de la complémentarité avec les réseaux sociaux d'entreprise pour la com interne. Donc ça, on l'a. Sur la partie agence, on n'a pas trop amorcé aujourd'hui de discussion, mais par le passé, on a des discussions avec certains acteurs de ce domaine-là. Et c'est assez intéressant. Je crois que pour les agences, le challenge, c'est toujours d'avoir le premier client qui va être OK pour se dire, OK, je prends mon agence, je prends Canel, pour pouvoir générer plus de vidéos telles que me le suggère mon agence. Ça, on ne l'a pas encore sauté le pas. D'accord, OK. Mais on meurt d'envie. Aujourd'hui, donc, croissance d'activité donc rencontrée sur votre modèle économique au cours de ces 24 derniers mois, si j'ai bien compris. C'est quoi les grands axes de transformation ou d'évolution, là encore sur le constat de ces 3 dernières années, qui est la feuille de route 2022? C'est quoi la feuille de route 2022 donc, pour Canel? Je ne peux pas révéler tout. Pas tout. Mais, ce qui est, on va dire, le prolongement. Et il y a certainement des choses que je ne connais pas encore parce qu'on ne les a pas encore vues. Mais dans le prolongement de 2021, clairement, on voit, nous, on suit en fait les entreprises clientes chez nous qui utilisent l'application en mode juste créateur, c'est-à-dire ils donnent l'application et chacun devient son propre petit studio. Et les gens qui vont avoir un aspect beaucoup plus collaboratif, comme ceux qu'on a pu voir avec Colissimo notamment, où il y a cette volonté vraiment d'équiper tout le monde et de récupérer en centrale à la com un maximum de contenu. Et évidemment, nous, on tend vers le deuxième modèle. Donc commercialement aussi, on a tendu vers ce deuxième modèle vers la fin de l'année et on commence à avoir vraiment une inversion de notre nombre de clients sur cette métrique-là. Et on veut vraiment continuer là-dessus parce que c'est là où il y a le plus pour nous de potentiel aujourd'hui, parce que personne d'autre le fait, quoi. Alors, tu citais dans tes clients, j'ai été interpellé. Aujourd'hui, il y a un secteur d'activité dans le monde de la communication qui a pris un poids important, c'est le secteur public. Le secteur public, que ce soit les régions, les départements, les institutionnels publics. Est-ce que ce sont des acteurs qui se sont appropriés vos solutions, qui sont aujourd'hui des donneurs d'ordre importants, qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt au profit de la filière de la communication? Nombre d'entre eux ont été également un levier de relance économique pour la filière. Est-ce que vous adressez là aussi ces offres-là à ce secteur d'activité et quel est leur accueil? Tout à fait. Alors, ça fait un moment qu'on s'intéresse à cette cible-là. Je crois que pour moi, le plus beau exemple qu'on avait, c'était pendant le premier confinement. On a eu un de nos clients qui est le département du Val d'Oise, qui a utilisé l'application pour recréer vraiment des petits reportages sur le terrain pour montrer comment les agents de la voirie
les personnes qui s'occupaient des personnes âgées, les services de puériculture notamment aussi, étaient sur le terrain et continuaient l'activité pour que on ait un minimum de services qui tournent. Et ça, j'avais trouvé que c'était vraiment génial. La com du département de Val-Oise, c'était vraiment tourné un petit peu en reporter. Donc, ces cibles-là ont vraiment beaucoup besoin de communiquer. On a aussi la mairie de Montmorency, qui fait pas mal de choses avec Canel. Donc, il y a un grand besoin de communication. Je pense que pareil, leurs administrés attendent aussi d'avoir des informations et ils demandent aussi des vidéos. Il n'y a pas trop de surprises de ce point de vue-là. Et ce qui fait que nous, on a notamment été sélectionnés par l'UGAP, ce qui permet à pas mal d'administrations, d'institutions, de venir tester Canel sans avoir lancé un gros appel d'offres dès le début. Tout à fait. Ce qui est souvent, en fait, moi j'ai remarqué, les coince un petit peu en termes d'innovation. C'est cet aspect où il faut faire nécessairement un appel d'offres et ça retarde beaucoup les choses. Là, avec le partenariat qu'on a avec l'UGAP, ça leur permet d'assez simplement et rapidement tester Canel. Merci Guillaume. Louison, il est peut-être, je crois, l'heure de conclure notre webinaire. Peut-être as-tu des points complémentaires ou des échos que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, juste moi, de mon côté, j'ai encore une petite interrogation par rapport à tout ce que l'on se dit. Le télétravail aidant, évidemment, par rapport aux 2 années que l'on est en train de passer. Est-ce que, justement, la vidéo est également utilisée, ou de plus en plus utilisée, en tout cas, uniquement en interne, entre collaborateurs, pour échanger sur un petit peu leur quotidien au sein de l'entreprise? Je veux dire, pour nous, le télétravail, il est... Pardon, Louison, je ferai que tu parles. Non, vas-y, Guillaume. Un petit peu coupé. Voilà, je veux dire, le télétravail, il a été c'était à double tranchant pour nous. Dans la mesure où, au moment où tout le monde est passé en télétravail, il y a eu un petit peu un vent de panique. Il y avait déjà tellement d'autres choses à faire que les gens ont un peu arrêté de faire la vidéo. On a un client qui faisait régulièrement des vidéos dans ses bureaux. Il a arrêté de le faire, par exemple. Et en même temps, avec le télétravail, on a remarqué qu'il y avait plein d'usages, un peu notamment en formation, où on avait besoin de vidéos asynchrones. Ce que nous, on appelle par vidéo asynchrone, c'est le fait que la vidéo, c'est pas la visio comme on est en train de faire pour l'instant. Il faut que la vidéo, elle puisse exister quelque part pour que n'importe qui puisse revenir la consulter par la suite. Donc, il y a eu un gros trou d'air là-dessus, sur la formation notamment. Donc ça nous a pas mal drivé en 2020, notamment. Et ensuite, sur le télétravail, nous, on essaie d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent OK aussi avec le fait de faire des vidéos à la maison. Parce que pareil, si on a essayé de communiquer et qu'on est 4 jours à la maison et un jour au bureau, on ne peut pas forcément mettre sur la journée de bureau le fait de faire ces vidéos. Et dès le premier confinement, on a sorti un guide en fait, sur comment faire ces vidéos depuis chez soi en mode professionnel. Donc le guide existe d'ailleurs sur notre site si vous voulez le télécharger. Et voilà, et, tu vois, par exemple, derrière toi, Louison, c'est nickel, il y a une jolie carte. On voit que le cadre, il se prêterait assez bien à faire une vidéo, et aussi bien qu'au bureau, à partir du moment où tu n'as pas le chat qui saute sur le canapé, ou les enfants qui arrivent, ou le sèche-linge derrière avec les effectivement, au début, il peut sûrement y avoir une appréhension de se filmer chez soi. Mais 2 ans en arrière, effectivement, maintenant, on a tellement l'habitude aussi de tous se voir un petit peu dans des endroits tous différents, que je pense que ça rend, et c'est la force aussi de Canel avec ses vidéos, c'est l'authenticité, on le disait très bien tout à l'heure, des vidéos où les gens sont le plus naturels possible, et ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 2 ans. Effectivement, on a fait un sacré gap, je pense, à ce niveau-là. Exactement, ouais. Très bien. Et pour moi, c'est très clair. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. De mon côté, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc, je vous laisse peut-être le mot de la fin, Guillaume, Dominique. Guillaume, si pour convaincre notre public de rejoindre la solution, les 3 mots clés pour effectivement dire, bah voilà. Bon, au-delà du fait bien sûr de prendre langue avec toi et vous puissiez faire connaissance, mais ça serait quoi s'il y avait les 3 atouts majeurs, qui serait celui qui encore était un peu hésitant, ou prend ça encore avec un peu de recul? Alors, si c'était un mot, ce serait essayer, franchement. Même essayer sans Canel, quoi. Filmez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous à y gagner. Et sur tes 3 mots, pour moi, le premier, c'est vraiment l'authenticité. Oui. Le second, ça serait l'agilité.
Voilà. Et le troisième, ce serait l'engagement. Très bien. Ben, écoute, Guillaume, merci. Merci Louison. Merci de ce point de partage. De toute façon, à très vite. Nous aurons l'occasion donc de nous retrouver dans d'autres événements donc, de l'Observatoire. Tu nous as fait le plaisir d'être présent lors des chemins d'innovation la semaine dernière, mais on en est absolument ravis. Je crois qu'aussi, nous, on a besoin d'engagement de l'ensemble de nos adhérents, engagement pour faire valoir, je dirais, toutes leurs qualités, toutes leurs valeurs. On voit bien qu'on a encore peut-être des jours pas toujours faciles devant nous et on a besoin de mettre en valeur donc, tous ces acteurs de la communication qui sont formidables, qui sont tous des entrepreneurs, hein, qui portent tous de l'innovation, qui portent tous de la transformation. Et je crois que c'est notre rôle donc, de leur permettre de franchir des caps et d'ouvrir des terrains de jeu avec de nouveaux prospects, de nouveaux clients et de nouveaux partenaires, parce que je crois beaucoup à la co-construction aujourd'hui d'acteurs entre eux. Voilà, je vous remercie. Merci Louison pour l'organisation de ce webinaire. Et puis à très vite pour un prochain webinaire adhérent. Oui, à très bientôt. Merci à tous. Et puis, si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez plus et contactez Guillaume. J'ai laissé ses coordonnées sur l'espace chat. Et puis, à très vite, dans tous les cas, dans notre écosystème. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.